Heureux de vous accueillir à nouveau à travers l'émission Free Speech qui se prononce sur l'actualité nationale et internationale à travers des invités de marque, spécialistes, experts, consultants ou acteurs de tout genre. Et pour cette semaine, chers téléspectateurs, nous avons voulu nous intéresser à ce qui se passe au-delà de nos frontières, notamment en Guinée-Conakry et au Mali. Pour un rappel, l'ancien président de la République du Bénin, Dr Boni Yayi, est depuis quelques jours médiateur désigné par la CEDEAO pour la résolution de la crise en Guinée-Conakry, dont une junte dirigée par le colonel Doumbouya est au pouvoir depuis des mois. Boni Yayi a-t-il l'étoffe nécessaire pour rapprocher la Guinée de la CEDEAO? Va-t-il réellement réussir cette mission? On fera le débat. L'autre débat du jour est la situation au Mali où l'organisation sous-régionale a levé la sanction qui planait sur Bamako depuis des mois. Peut-on parler d'un vote face de Ouattara et ses pairs? Assimi Goïta a-t-il tenu jusqu'au bout ou qu'est-ce qui a pu motiver la CEDEAO pour changer d'avis après des mois d'embargo sur le pays? Restez avec nous pour suivre l'analyse de deux spécialistes avertis de la politique internationale. Monsieur Morgan Assogba, l'invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, analyste géopolitique, collaborateur à l'Institut de formation et de la recherche pour la paix et de la sécurité internationale. C'est bien ça? C'est bien. Merci une fois encore. À votre côté, monsieur Hamzat Abdoulaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant politique, directeur général, cabinet de ZAF. Consulte service, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Je le disais en introduction, je suis avec vous. L'ancien président de la République, Boni Yayi, est nommé médiateur dans la résolution de la crise qui secoue actuellement la Guinée-Conakry. Avant de revenir sur cette question, est-ce que vous pouvez nous dire actuellement la situation actuelle en Guinée-Conakry? La situation actuelle en Guinée est complexe. On ne peut pas l'analyser sous des loupes vu notre position, là où nous sommes. Mais elle est complexe dans le sens où à l'intérieur de la Guinée, la Guinée subit plus ou moins une certaine crise politique qui a succédé à la crise constitutionnelle qui a instauré le CNT, le Conseil national de transition, dirigé par le colonel Doumbouya. Donc, à l'intérieur, il y a les partis politiques, les organisations de la société civile qui élèvent le ton, qui élèvent la voix, parce que, justement, le CNT, dirigé par Doumbouya, est de plus en plus, exerce une force de plus en plus prononcée. Et pourtant, ce CNT a été applaudi aux premières heures de ce coup d'État. Bien sûr, parce qu'il y avait déjà un régime qui était décrié, qui était instauré par une constitution, donc formellement reconnue dans les tests, mais décriée par la population. Il y a eu une vague de manifestations anti-système du président sortant. Donc cela a découlé évidemment sur un coup d'État qui, enfin, certains ont applaudi par la population qui en a marre entre-temps. Et décrié par d'autres, surtout à l'extérieur, comme la CEDEAO, justement. Donc, la Guinée, aujourd'hui, est dans l'impasse, puisque si la transition dure beaucoup trop longtemps, eh bien, la population, évidemment, sera sous le joug économique. Le joug économique, c'est quoi? Les sanctions. Les sanctions peuvent survenir d'un moment à l'autre. C'est vrai, aujourd'hui, la Guinée est préservée, plus ou moins préservée, des sanctions comparées au Mali, par exemple, des sanctions de la CEDEAO. Mais cela n'empêche pas pour autant la crise économique que subit les Guinéens. Le franc guinéen, par exemple, à titre comparatif avec le CFA, subit une inflation sans précédent. Donc c'est l'un des critères qui fait que la population est plus ou moins fatiguée. Et l'autre situation aussi, comme je le rappelais, c'est l'excès de l'exercice de la force, de la contrainte étatique. Ça crée un autre problème. Ça crée le problème de la soumission des institutions et aussi de la population. Et face à cela, les partis politiques ou les ténors des partis politiques, les ténors des figures, ou plutôt les figures politiques, ceux qui animent beaucoup plus la vie politique en Guinée, comme Cellou Dalein Diallo par exemple,
sont de plus en plus limités dans leur prise de parole, sont de plus en plus limités dans l'animation du débat politique. Et évidemment, puisqu'il n'y a pas un calendrier fixe pour la sortie de la crise ou pour la sortie de l'état de la transition vers des élections libres et démocratiques, eh bien, ça crée une tension. Et cette tension bloque en quelque sorte l'évolution de la Guinée au sens propre. Au sens normal du terme. Nous allons revenir. Monsieur Assogba, est-ce que selon vous aujourd'hui, les populations de la Guinée sont dans une désillusion? Puisqu'on a dit aux premières heures de ce coup d'État, plus d'un, ils ont quand même applaudi ce coup d'État orchestré par le colonel Doumbouya. Est-ce qu'on peut dire déjà, aujourd'hui, à quelques mois, les Guinéens sont en désillusion? Je suis déjà très content que vous ayez fait ressortir l'aspect quelques mois. Et aussi, je vais rattacher cet aspect quelques mois à ce qu'est le contexte social-démocratique partout dans le monde. L'essence de la démocratie, c'est déjà la divergence des opinions. Et nous sommes en Guinée où, naturellement, il y a divergence d'opinion. Est-ce qu'il faut caractériser la divergence d'opinion ou le fait qu'il y ait des personnes qui pensent autrement comme un facteur dangereux pour le processus démocratique? Je dis tout de suite non. Certes, nous avons des débuts de protestation qui semblent être au-delà de ce qu'on avait au départ, ce qui est tout à fait compréhensible, mais de là à parler d'une désillusion, je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer sur cela. Pourquoi? Parce que vous avez une junte qui s'est donné un calendrier, qui s'est donné une période de transition. Et cette période de transition ne vient que d'être amorcée. L'égide sous lequel cette période de transition a été prise, c'est bel et bien de faire un nettoyage du système, d'assainir le système. Et quand on parle d'assainissement, on parle de renforcement des institutions, on parle de nettoyage de la vie, des aspects de corruption qui empêchent le développement dans le contexte social donné. Et si vous regardez tous ces chantiers, et vous regardez l'ensemble des décisions qui ont eu à être prises jusque-là, vous pouvez apprécier le fait que ce sont des décisions assez fortes et qui vont forcément frustrer des personnes, fâcher des groupes. Et cela ne nous permet pas aujourd'hui de dire, parce qu'il y a des décisions qui fâchent des groupes, qu'on se retrouve dans un système. Mais il y a quand même des voix qui s'élèvent, M. Assogba, il y a quand même des voix qui s'élèvent de plus en plus pour dénoncer en quelque sorte l'autoritarisme du pouvoir en place, la force. Pas plus tard, avant-hier, ou si je me souviens bien, certains qui ont été arrêtés, qui devront être jugés et autres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont en train d'aller au-delà de leurs prérogatives qui étaient peut-être les leurs aux premières heures de ce coup d'État? Alors, je dirais qu'on parlera d'aller au-delà de ces prérogatives lorsque ce qu'on fait n'entre pas dans le cadre de ce qu'on peut faire. Mais quand vous regardez le cas spécifique, la capacité de pouvoir arrêter des personnes qui semblent être en faux, ou en désaccord? Pas en désaccord. C'est votre façon de voir. J'estime que si ces personnes sont simplement en désaccord, la justice va faire son travail et ces personnes seront libres. Si ces personnes n'enfreignent aucune loi, aucun test, et que tout est clair par rapport à leur innocence, je veux bien croire que la Guinée aujourd'hui est en train de renforcer ses institutions et donc que la justice va faire son travail par rapport à ces cas. Alors, ce serait aller trop vite en besogne, c'est ce que je suis en train de vouloir faire ressortir, que de souhaiter que ce gouvernement de transition qui s'est donné une mission donnée soit en train d'aller au-delà de ses prérogatives sur le plan strict des tests. Maintenant, sur le plan social, dans un contexte social donné, on pourrait comprendre qu'on parle de cela. Avec la crise économique peut-être qui fâche également. Oui, et sur cette question de la crise économique, il faut souligner que la situation n'est pas propre à la Guinée. À la Guinée, tout à fait. La crise économique sévit dans plusieurs pays, pour ne pas dire tous les pays.
seulement que nous avons des façons de gérer qui sont totalement différentes. Et si vous ajoutez cette situation de crise économique au contexte déjà difficile que traverse un certain nombre de pays, dont la Guinée, c'est tout à fait compréhensible qu'on ressente ça autrement. Autrement. Alors, c'est dans ce contexte-là que l'ancien président de la République du Bénin, je l'annonçais dans mon introduction, est nommé médiateur pour ne serait-ce que rapprocher la Guinée à la CEDEAO, qui aujourd'hui est plus ou moins guettée par rapport à certaines sanctions. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle-là, le fait que le président Bunois, l'ancien président, soit nommé médiateur? Alors, je vais déjà commencer par le fait qu'on ait un médiateur. Le fait qu'on ait un médiateur est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que les deux parties concernées sont tout à fait dans la logique de continuer la collaboration et la coopération qui est vitale. Afin de trouver une porte de sortie. Qui est vitale pour notre sous-région. Maintenant, que ce soit l'ancien chef d'État, M. Boni Yayi, c'est aussi... cela doit être apprécié sous deux aspects. Lesquels? Quand on parle de médiation, il faut d'abord que la personne choisie puisse avoir la crédibilité nécessaire pour rapprocher les deux parties. Si l'une des parties n'estime pas crédible... D'autres peut-être de la crédibilité de ce médiateur, il serait un peu difficile. Il serait très difficile, pour ne pas dire impossible, d'aboutir à un résultat concret. Monsieur Yayi Boni a de la crédibilité, aussi bien auprès de l'ECOWAS, je veux parler de la CEDEAO, que de la Guinée, qui n'a pas contesté ce choix. Et donc, c'est un atout par rapport à son expérience en matière de médiation. C'est vrai qu'on ne peut pas citer, on ne peut pas faire une liste longue. Il n'a pas encore un curriculum exactement dans ce domaine. En matière de médiation, comparé à, par exemple, M. Jonathan Goodluck, qui est déjà reconnu pour cela, mais il a la crédibilité nécessaire et le bagage nécessaire selon le processus de désignation de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO ne se lève pas et choisit un chef d'État au hasard. Il y a souvent des critères. Il y a des critères. Il y a un comité qui s'occupe de ce choix et qui donc évalue la capacité de la personne choisie. Et je pense que s'il a pu passer ce groupe d'experts, il bénéficie certainement des aptitudes pour pouvoir conduire cette médiation. Tout à fait. Monsieur Hamzat Abdoulaye, selon vous, qu'est-ce qui a joué en faveur du choix de l'ancien président de la République du Bénin, Boni Yayi? Bien sûr, je suis d'accord avec ce que mon confrère a dit par rapport aux critères liés à l'expérience, liés aussi à son bagage en tant qu'ancien président. Mais je peux ajouter aussi le critère fondamental qui a fait que la junte a choisi l'option Boni Yayi, puisqu'il y avait déjà Mohamed El Chambas, le diplomate ghanéen, qui n'est pas des moindres aussi sur l'échiquier de la médiation de la CEDEAO. C'est que le président Boni Yayi était plus ou moins neutre dans l'histoire du conflit, oui, bien sûr, du conflit de la Guinée contre la CEDEAO. Il était plus ou moins neutre. C'est une nouvelle figure qui a une très bonne image au sein des Guinéens déjà et au sein aussi de la junte aussi. Donc ce facteur aussi est très important. Outre les deux autres cités précédemment, ce facteur a été aussi fondamental. Et je ne vais pas dire qu'il n'a pas l'expérience en tant que médiateur, parce que être ou avoir été 10 ans au sommet de la République, c'est avoir certaines expériences, connaître, c'est avoir connu certaines crises, avoir réussi à traverser une certaine période de crise sociale. On l'a vu, on l'a tous vu au Bénin, comment il a traversé la crise des grèves et tout ce qu'il y a eu autour de la crise politique aussi au Bénin durant ces 10 ans. Donc, oui, il a cet atout. Maintenant, à l'international aussi, Boni Yayi, et c'est très peu médiatisé, le président Boni Yayi a participé à plusieurs conférences et à plusieurs discussions, à plusieurs médiations aussi à l'international. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a quelques jours pour être plus précis, en Belgique, à Bruxelles, il a été invité au même titre que certains chefs d'État
et notamment le ministre des Affaires étrangères malien, pour discuter de la crise économique en Afrique. Donc oui, on ne le souligne pas assez, mais oui, il a la carrure pour mener à bien cette mission. L'autre question, évidemment, serait de savoir est-ce qu'il pourrait réussir. C'est tout à fait, c'est un autre débat, mais nous allons faire le débat parce que une chose est d'être nommé médiateur, et aujourd'hui, vu la crise de la Guinée, est-ce que Bouni Yahi a cette capacité-là? Est-ce que Bouni Yahi peut réussir cette mission? C'est vrai qu'il y a des missions qui échouent, pas pour Bouni Yahi. Je prends le cas de Assogbala a rappelé tout à l'heure, M. Assogbala a rappelé tout à l'heure, l'ancien président du Nigeria, Goodluck, qui a été médiateur au Mali, mais ça n'a pas trop marché, puisque c'est pratiquement le même contexte, un coup d'État après un régime décrié. Aujourd'hui, on a choisi Bouni Yahi. C'est vrai qu'il a d'expérience, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que Bouni Yahi peut réussir dans sa mission, vu le contexte actuel de la Guinée? Pas que Goodluck, le président Goodluck a échoué. Il y a eu aussi, je l'ai cité tout à l'heure, Mohamed El Chambaz, qui était le précédent médiateur, qui, c'est pas un échec en quelque sorte, mais il n'a pas été accepté des deux parties, imposé par CEDEAO, mais rejeté par la junte, et évidemment ça a coincé lors des négociations. Mais si on prend Bouni Yahi, à partir du moment où les deux parties sont déjà d'accord, c'est qu'il faut c'est déjà un atout. C'est un atout, c'est qu'il faut créer le contexte pour qu'ils puissent travailler dans de meilleures conditions. C'est vrai, les informations qui nous sont parvenues dernièrement étaient qu'ils devaient descendre à Conakry ce jeudi, mais cela a été reporté parce que justement le gouvernement de transition n'était pas informé du calendrier de la descente de Bouni Yahi. Et ça aussi, c'est un problème qui va peut-être être piétiner un peu les choses. Exactement, qui pourrait être un frein pour que les choses puissent aboutir. Mais je n'en demeure pas moins optimiste que ça pourrait aboutir à un peu à ce qu'on a vu précédemment avec le cas du Mali, qui a eu une très bonne sortie, levée des sanctions et tout ce qu'il y a eu autour, on reviendra là-dessus. Mais la Guinée, avec Bouni Yahi comme médiateur, a de fortes chances de sortir de l'impasse. La question aussi est de savoir, est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre sur la durée de la transition? C'est là toute la question fondamentale. Exactement, c'est bien le nœud du problème. Est-ce qu'ils vont tenir Monikus sur les 36 mois à la base, ou est-ce qu'ils vont essayer de réduire? Je pense que la tâche de Bouni Yahi, l'énorme, enfin, la marge... La mission fondamentale, en quelque sorte, serait de négocier sur cette durée... Sur la réduction. Exactement, de la transition guinéenne, et de pouvoir en amont aussi organiser une élection démocratique et libre. Ça sera l'aboutissement de la transition, évidemment. Donc, la CEDEAO aussi a tout à jouer en essayant aussi d'assouplir peut-être les sanctions. D'assouplir la rigueur et la posture du médecin après la mort. Non, ça c'est votre avis. Bien sûr, et je l'assume complètement, mais la CEDEAO doit surtout écouter aussi l'opinion de la population. C'est vrai, mon confrère l'a dit, quand ce genre de choses arrivent, il faut donner une primauté à la démocratie, évidemment. On ne peut pas prioriser l'intérêt de 2 groupes ou de 3 personnes. Ça ne se fait pas. Mais cela ne doit pas nous faire miroiter ou nous faire voiler la véritable cause de la démocratie. La démocratie, c'est pour le peuple avant tout. Donc, l'opinion du peuple compte énormément. Et on l'a vu dans le cas du Mali. L'opinion du peuple a fortement influencé la levée des sanctions de la CEDEAO. Fortement. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, si on va faire abstraction de cette opinion du peuple, je pense que la CEDEAO ne va pas aboutir à une résolution de crise en quelque sorte. Exactement, de la crise en quelque sorte. Monsieur Assogba, êtes-vous optimiste quant à la résolution de cette crise guinéenne par l'intermédiaire du médiateur, l'ancien président de la République, Bouni Yahi? L'optimisme n'est pas la dynamique dans laquelle il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire dans quelle dynamique? Dans une dynamique pragmatique. Et quand je me mets en tant qu'analyste dans une dynamique pragmatique, c'est qu'il y a toujours une possibilité. Mais il faut déjà commencer par savoir c'est quoi la crise. Quel est le problème
qui nécessite une médiation entre la Guinée, les autorités de transition et la CEDEAO. Aujourd'hui, si on devrait résumer les choses, le problème fondamental aujourd'hui, il a dit tout à l'heure, c'est la durée de la transition. Exactement. Est-ce que c'est encore un problème au moment où la Guinée a déjà entériné sa décision? Ce n'est pas comme au Mali. Au niveau du Mali, c'était une proposition. Une proposition qui était que, à l'issue des assises nationales, les Maliens ont dit qu'il fallait entre 6 mois et 5 ans pour mettre les choses dans l'ordre et passer à l'étape suivante de stabilisation d'une société qui fonctionne sur le plan politique. Et donc, il y avait une porte ouverte à la négociation. Au niveau de la Guinée a entériné et s'est déjà inscrit dans une logique de 36 mois qui a déjà commencé par être consommée. Pareil au Burkina Faso. Le Burkina Faso a aussi entériné sa décision. Des actes ont été pris formellement pour dire nous avons décidé de mettre 36 mois pour notre transition. Et 36 mois, pour rappel, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et voilà ce qu'on compte faire pendant ces 36 mois. Et donc ici, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les autorités guinéennes vont devoir revenir en arrière sur un acte qui semble déjà avoir été acté pleinement et qui est déjà en train d'être consommé. Et vous allez constater que lorsque le Mali a pris la décision d'entériner ces 24 mois, il n'y a pas longtemps, il y a 1 mois, après la réunion qui s'est tenue, le sommet qui s'est tenu, et on disait qu'on allait se donner 1 mois pour rediscuter de la situation. Automatiquement, après le sommet, le Mali a dit, écoutez, nous validons nos 24 mois. Et donc, lorsque l'acte est déjà acté, il serait difficile. Il est très difficile pour un gouvernement qui a déjà pris une décision de cette envergure de se décrédibiliser en revenant sur cet aspect. Alors, si la mission, c'est de vouloir faire revenir, de vouloir quitter 36 mois à moins, ça va être très compliqué. Lorsqu'on regarde déjà la dynamique dans laquelle s'était inscrite la Guinée, lorsque le coup d'État venait d'être fait et que la CEDEAO avait décidé d'envoyer des émissaires, tout de suite, M. Doumbouya a dit « Nous ne sommes pas prêts à recevoir les émissaires de la CEDEAO ». Donc la CEDEAO a dû s'arrêter. Ça veut dire qu'il y a une posture de fermeté par rapport à la capacité des leaders à prendre le destin de leur pays en main. Et aujourd'hui, est-ce que cette posture de fermeté ne va pas, comment on appelle, sanctionner trop bien, mettre en arrière la Guinée en matière de la situation? Parce que qu'on le veuille ou non, tôt ou tard, il sera encore sanctionné si peut-être elle gardait cette fermeté. Je veux parler de la Guinée. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il est temps pour la Guinée, malgré qu'elle est entérinée sur la durée, de revoir encore cette posture-là, ne serait-ce que pour se rapprocher davantage de la CEDEAO? Déjà, il faut commencer par souligner 2 faits. Le premier, c'est que vous avez fait ressortir l'aspect d'arrière. Est-ce que ce ne serait pas pour la Guinée de retourner en arrière? En arrière par rapport à qui et par rapport à quoi? Première par question. Rapport à son développement. En arrière par rapport à son développement, ce n'est pas une évidence, puisque ici, il est question de prendre les règnes, la destinée de son pays en main. Et la priorité ici est donnée à ce que veulent les Guinéens. Les Guinéens. Et si nous nous inscrivons dans une logique qui est que le gouvernement de transition fait ce que veulent les Guinéens, on peut comprendre que ce n'est pas un problème de prendre des risques. Maintenant, lorsque vous regardez ce qui s'est passé, vous avez parlé des sanctions. Est-ce que les sanctions sont aujourd'hui encore à craindre par ces États-là? Vous pensez que si la Guinée craignait... On ne peut pas comparer la situation malienne à la situation guinéenne. Ce n'est pas une comparaison. Je suis en train de prendre la dynamique sous un plan contextuel de chaque pays. Si la Guinée avait peur des sanctions de façon
pragmatique, la Guinée n'aurait pas décidé de renvoyer les émissaires de la CEDEAO lorsque automatiquement la situation du coup d'État s'était posée et qu'ils voulaient venir en Guinée. Première chose. Deuxième élément, la Guinée n'allait pas décider de valider ces 36 mois et d'entamer une dynamique, un processus déjà élaboré pour leur transition. Et vous allez voir qu'à un moment donné, mon confrère l'a souligné, la société civile et les acteurs politiques, un certain nombre d'acteurs politiques étaient dans la dynamique dans laquelle s'inscrivait la Guinée. Pour ne pas dire sont dans la dynamique. Même s'il y a une partie aujourd'hui qui commence à prendre du recul par rapport à cette dynamique. Ce qui est tout à fait compréhensible dans un contexte démocratique. Le contexte démocratique permet, insiste qu'on puisse avoir les parties divergences, s'exprimer, exprimer leurs divergences et aller dans la conquête de la chose selon les règles qui ont été établies. Et donc, sur cet aspect, je vous dirais simplement que les sanctions, en tant que telles, aujourd'hui ne constituent plus aujourd'hui une arme à craindre de façon alarmante. Oui, les sanctions, lorsqu'elles sont prises, affectent le déroulement, le coût de la vie, que ce soit sur le plan économique, social ou politique des États. Mais les États sont en train de décider de développer une capacité de résilience. Ce qui fait que même la CEDEAO, dans sa posture aujourd'hui, ne va plus se permettre de toujours lever... être en quelque sorte gendarme. Pas gendarme, mais parler de sanctions aujourd'hui ne sera plus forcément la meilleure voie pour la CEDEAO. Et ils l'ont compris. Si l'enjeu pour le président Boni Yayi, c'est de trouver la meilleure stratégie pour ce que tous les acteurs politiques en Guinée puissent participer au processus de transition. Et puissent s'entendre. Et que la société civile puisse aussi être écoutée, il y a beaucoup de chances que cela aboutisse. Puisque les gouvernements, les leaders de la transition ont intérêt à toujours être dans la dynamique du peuple. Encore que la notion de peuple, je le dis toujours, est une notion polémique. C'est qui le peuple? C'est quand le peuple? Est-ce que peuple signifie unanimité? Tout de suite, je dirais non. Ça, c'est pratiquement un autre débat, monsieur Donc, voilà. Par rapport à la capacité du président Yayi Boni à aboutir à une solution de crise, cela va dépendre de quel aspect. S'il s'agit de l'aspect de la durée, je pense que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Mais s'il s'agit de sa capacité à pouvoir faire en sorte qu'il y ait une contribution suffisante des acteurs politiques, une prise en compte des intérêts des acteurs politiques et de la société civile, oui. Et qu'ils réussissent peut-être à fédérer toutes les forces guinéennes. Si le combat c'est là, c'est possible. Monsieur Hamzat Abdoulaye, est-ce que cette posture de fermeté qu'on est en train de constater pour la Guinée, est-ce que vous pensez que cette posture de fermeté va bloquer la médiation pour Boni Yayi? Ou va-t-il réussir, malgré cette posture-là, à trouver peut-être un terrain d'entente entre les forces? Alors, en parlant déjà de la fermeté avant d'aboutir à la question, vous allez constater que cette fermeté, je la mets en griffes, est plus soft comparée au cas du Mali. Donc oui, la CEDEAO est en train d'élever le ton, mais dans les faits, ils ont appris la leçon. Ils ont clairement appris la leçon. Donc, à travers la situation du Mali. À travers la situation du Mali et aussi à travers la critique de l'opinion populaire de l'Afrique de l'Ouest. À leur encontre. Oui, ils ont des voix, ils écoutent, ils suivent un peu ce qui se passe et ils savent qu'ils sont décriés par rapport à cette gestion des choses, à cette fermeté. Mais quant à savoir si cette semi-fermeté, parce que je préfère... vous préférez porter des gants par rapport à ça? Oui, parce que comme mon confrère l'a dit, la Guinée a entériné les 36 mois au tout début. Et certes, la CEDEAO dit non, et propose d'ailleurs une révision de cette durée. Mais au fond, il n'y a pas eu de sanctions.
Il n'y a pas eu de sanctions économiques, même si la Guinée est relevée plus ou moins de l'ordre à isoler un peu des assises de la CEDEAO. Cela n'en demeure pas pour autant qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ils ne sont pas sanctionnés. Donc, ça crée aussi un climat favorable, je vais dire, et prioritaire à Boni Yayi et à son équipe, évidemment, sur le terrain. Donc, oui, il n'y a pas vraiment de sanctions, il n'y a pas vraiment une certaine rigueur, mais la Guinée est suivie, surtout l'actualité guinéenne en ce moment est très suivie, puisque on ne va pas prioriser l'intérêt d'une ou deux personnes ou deux ou trois groupes, non, mais il faut quand même prendre en compte l'évolution ou la considération de ces groupes politiques, de cette société civile, de cette population qui de plus en plus élève le ton par rapport à cette gestion autoritaire de la transition, il faut le dire aussi. Le colonel Doumbouya ne permet pas qu'il y ait une certaine liberté d'expression dans la presse, dans les médias et j'en passe. Donc, il faudrait que cela soit revu. Il faudrait que le colonel Doumbouya prenne la mesure des choses en allégeant son autoritarisme au sein de la gestion de la transition et prenne aussi la mesure des choses en faisant en sorte que le travail de la médiation ou du médiateur, en l'occurrence Boni Yayi, soit facilité dans la mesure où s'il doit réduire, eh bien, il doit penser à l'effet général. L'effet général en politique prime sur l'intérêt personnel. Donc, si c'est le chemin par lequel il faut passer, eh bien, il faudrait passer par ce chemin pour trouver une solution de sortie. L'autre chose, et je sors de la question, c'est que la CEDEAO n'est-il pas en train de s'essouffler d'une façon ou d'une autre dans sa gestion des crises politiques, des crises constitutionnelles des États africains? Parce que plus l'institution, je vais dire, prend des mesures fortes et dures, et moins elle est écoutée, moins elle est entendue. Elle est de plus en plus rejetée par la jeunesse africaine, par la jeunesse ouest africaine. Et ça pose un problème. Un autre problème, est-ce que la CEDEAO peut vraiment faire face aux défis des États africains? Les États africains sont en perpétuelle évolution. Surtout les États. La CEDEAO doit-elle changer sa politique de résolution des crises, c'est ça? Je pense que la façon de voir les choses de la CEDEAO doit considérablement changer, doit s'adapter à la réalité de chaque État, parce que chaque État a sa réalité. À ses particularités. A ses particularités. Et chaque État a ses défis. Le défi sécuritaire au Mali n'est pas le même en Guinée. Donc, chaque État est confronté à ces défis et la CEDEAO doit prendre en considération tous ces paramètres pour prendre ses décisions. Il ne doit plus prendre des décisions calquées sur un modèle issu de l'Occident, parce que je pense que les sanctions se ressemblent un peu à ce qu'on voit dehors, comme dans l'Union européenne. Quand un État s'isole dans sa façon de gérer l'État, eh bien, on voit que l'Union européenne prend des mesures, voire même des sanctions contre ces États. Donc, je pense que la CEDEAO doit se fermer à l'idée de copier le modèle étranger, le modèle occidental, qui n'est pas du tout un modèle adapté à notre contexte africain. Sur ce volet-là, Monsieur Morgan, une dernière question, surtout parlant du volet évoqué par Monsieur Hamzat Abdoulaye, parlant de la légitimité aujourd'hui de la CEDEAO, qui est très souvent décriée dans ses prises de décision. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la CEDEAO est encore légitime à prendre certaines décisions, ou elle doit carrément revoir sa politique de gestion de certaines crises? Pour ce qui est de la question de légitimité de la CEDEAO, il faut déjà comprendre légitimité par rapport à qui ou par rapport à quoi. Légitimité peut-être par rapport au pays membres, par rapport aux populations, par rapport au peuple. En effet, j'en venais. Si vous tenez, vous restez dans la logique qu'il faille une légitimité par rapport au peuple, ça veut dire qu'il faille déjà commencer par éduquer le peuple par rapport à ce qu'est la CEDEAO.
Mais éduquer le peuple aujourd'hui... Oui, la allez-y. CEDEAO est une institution. C'est une organisation internationale qui a été créée dans le but de promouvoir les échanges économiques des États et aujourd'hui a décidé d'évoluer et Notamment se sur le plan retrouve politique. sur le plan politique. Et en 2020, c'était donné entre-temps un agenda 2020 qui était passé d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples. Si vous restez dans cette logique et que vous comprenez que les membres de la CEDEAO sont les États, ça veut dire que la CEDEAO est censée satisfaire les États. Les membres sont les États, pas les peuples. Les États sont censés représenter les peuples. Et donc c'est dans cette dynamique de satisfaire les États, avec son mécanisme de prise de décision, que la CEDEAO prend les décisions. La CEDEAO ne prend pas des décisions qui n'arrangent pas les États membres de la CEDEAO. Sur ce point, la légitimité de la CEDEAO n'est pas censée être contestée à l'endroit des peuples ou de la population, mais à l'endroit des États, et ce n'est pas contesté. La CEDEAO a toujours sa légitimité sur ce plan. Mais est-ce que cette légitimité-là n'est pas remise en cause? La légitimité par rapport aux États, non, la légitimité par rapport aux États n'est pas remise en cause. Pourquoi la CEDEAO, comme toute institution, doit faire face à des défis qui lui permettent d'évoluer dans sa façon de gérer. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. C'est une question de soit on évolue pour maintenir le mécanisme d'intégration régionale, ou on n'évolue pas pour s'adapter et donc on perd le mécanisme d'intégration régionale, ce qui n'est pas dans l'optique de la CEDEAO et qui explique son comportement aujourd'hui face à ces nouveaux challenges. C'est la première fois dans l'histoire de la CEDEAO qu'elle fait face à des coups d'État dans 3 différents États membres de cette façon. À l'intervalle de quelques mois. De quelques mois. Et donc la CEDEAO a été secouée par ce défi et semble relever ce défi. Maintenant, je reviens sur l'aspect légitimité par rapport au peuple. Si on s'appesantit sur l'aspect de passer d'une CEDEAO des États à une CEDEAO des peuples, ça signifie qu'on a décidé de tenir compte énormément de l'intérêt des populations dans tout projet de développement ou d'intégration régionale. Ce qui est important. Et par rapport à cela, on pourrait se permettre de dire que dans le contexte social des peuples, il y a une sorte de perte de crédibilité qui ne devrait pas être une perte de crédibilité. Pourquoi parce que il faudrait que le peuple comprenne quel est le rôle de la CEDEAO. La CEDEAO n'est pas une entité au départ et dans l'état dans lequel il est aujourd'hui qui a pour objectif de fédérer les intérêts de la société civile. On a des organismes de société civile de l'Afrique de l'Ouest qui existent. Des organisations de la société civile qui sont censées porter la voix de la société civile ouest-africaine et donc qui sont censées défendre les intérêts de ces sociétés ouest-africaines. Mais de l'autre côté aussi, nous avons une institution comme la CEDEAO qui est censée défendre les intérêts des États. Que ce soit la CEDEAO ou ces institutions d'organisation de la société civile ou le peuple, ils sont dans leur rôle. Et donc, il n'y a pas nécessité d'aborder la question de perte de légitimité sur le plan stratégique et technique. Mais si vous vous inscrivez dans une logique de compréhension générale qui souhaiterait que la CEDEAO soit purement et simplement à l'écoute de ce que les populations pensent, vous pourrez vous inscrire, vous pourrez dire oui, qu'elle perd de la légitimité. Mais si vous allez dans le fond de la question, vous essayez de comprendre ce qu'est la CEDEAO, quels sont ses principes de fonctionnement, quels sont les tests, parce que la CEDEAO ne peut pas se comporter en dehors des tests qui ont été convenus. Et donc, si on s'appesantit sur ces tests, il n'y a pas question, de remettre en cause. Et parlant de la CEDEAO, nous allons en même temps aborder le second sujet. Je reste avec vous, monsieur Morgan Assogba. Aujourd'hui, le Mali qui était sous embargo, sous sanction, depuis quelques jours, on apprend que cette CEDEAO dont on vient de parler a levé la sanction contre
tenu peut-être d'un certain nombre d'exigences qui sont désormais satisfaits, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la CEDEAO a fait votre face, ou bien c'est plutôt la CEDEAO a eu ce qu'elle voulait, ce qu'elle réclamait de Assimi Goïta et ses collaborateurs au Mali? Alors, sur cet aspect, il faut déjà commencer par dire que ce n'est pas une question de volte-face, mais c'est plutôt une question d'évolution. Ah, d'accord. Et nous étions en train de souligner cela aujourd'hui. Toute institution, comme tout individu d'ailleurs, fait face à des situations. On parle, si vous permettez, on parle de volte-face parce que, entre-temps, la CEDEAO avait exigé certain nombre de choses du Mali. Mais aujourd'hui, le Mali n'a pas tout cédé, mais on voit cette CEDEAO qui se relève du jour au lendemain pour dire « nous levons la sanction ». C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui de volte-face. Mais dans votre explication, vous pensez que ce n'est pas ça? Oui, et je sais pas que je pense, j'insiste que ce n'est pas une volte-face. Allez-y, expliquez-nous. On parlera d'une volte-face si totalement la CEDEAO est sortie de sa dynamique première. Il faut dire que peut-être c'est l'ensemble des mécanismes pour exprimer sa dynamique qui n'ont pas été appropriés. La CEDEAO reste dans une dynamique, on ne peut pas encourager les coups de force. On ne peut pas encourager à cette ère démocratique que des personnes qui semblent ne pas apprécier ce qui se passe se lèvent et prennent le pouvoir par la force. C'était ça ce que la CEDEAO insistait, voulait faire comprendre à la communauté internationale et aux leaders du Mali. Mais dans sa démarche, la CEDEAO est allée un peu assez fort, un peu plus loin. Ce qui n'est pas, dans une certaine mesure, approprié. Pourquoi est-ce que nous le disons? Vous voyez, la CEDEAO a levé les sanctions pour ce qui est du Mali, en tant que pays, en tant qu'entité, mais maintient les sanctions sur les individus. À savoir que ce soit le président de la commission Goïta et ses collaborateurs, qui ont toujours des sanctions. Normalement, cela devrait être la démarche, puisqu'il ne s'agissait pas de sanctionner tout un État, mais il fallait sanctionner ces personnes-là qui semblent avoir décidé de faire l'option du coup de force pour ce qui est de prendre la gestion de leur État. Donc, si vous comprenez cela de cette façon, vous comprenez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une volte-face, mais qu'il s'agit beaucoup plus d'une prise de conscience par rapport à l'objectif de départ. Et par rapport à l'évolution également. Par rapport à l'évolution de la situation. Parce que l'objectif, c'est de maintenir la CEDEAO est une structure, pour ne pas dire une organisation d'intégration régionale et non de désintégration. Donc, il fallait trouver le mécanisme nécessaire pour accompagner chaque État, en l'occurrence le Mali, dans son processus de stabilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une volte-face, mais c'est une situation qui montre quand même que face à des challenges et face au comportement assez compréhensible du Mali en tant qu'État, la CEDEAO a compris d'une façon ou d'une autre que la meilleure stratégie n'est pas forcément celle des sanctions, puisque ces sanctions n'ont pas fait que du mal au peuple malien. Également ces sanctions à d'autres pays qui partagent les mêmes frontières. Même pas seulement les mêmes frontières. Ces sanctions ont eu un effet boomerang, puisqu'il n'y a pas que l'économie du Mali qui a souffert, que ce soit l'économie du Sénégal, que ce soit l'économie de la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là ont un volume d'échanges économiques donné avec le Mali. Fermer les frontières, isoler le Mali économiquement, a aussi des effets négatifs sur tous ces pays-là et constitue des manques à gagner financiers. Lorsque vous essayez de rechercher les chiffres, vous êtes émerveillé par ce qui a pu être perdu en cet espace. En quelques temps de ces sanctions-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Monsieur Hamzat Abdoulaye, Morgan Assogba a parlé tout à l'heure de l'échange économique également qui a pesé lourd dans la balance, pas seulement au pays, mais dans les pays de la sous-région ou au-delà même de ces pays de frontaliers, peut-être au Mali. Est-ce que vous ne pensez pas que ça fait partie des critères qui ont obligé? C'est vrai que M. Morgan Assogba, il sait quand même dans l'euphémisme pour montrer un peu ce qui se passe. Mais moi, je voudrais savoir concrètement, est-ce que ce n'est pas l'échange économique qui a pesé lourd dans la balance, qui a obligé
la CEDEAO à revoir peut-être ces sanctions-là? Déjà, si j'affirme cela, c'est que je reconnais quelque part que la CEDEAO dépend économiquement du Mali. C'est bien ce que vous dites indirectement. Non, pas forcément. Il y a quand même des pays frontaliers également. On a vu des images où des véhicules, des longs véhicules qui sont cloîtrés depuis des mois sans être escortés dans d'autres pays, par exemple. En effet, je pense que le critère économique, c'est un critère parmi tant d'autres qui ont permis la levée des sanctions de la CEDEAO face au cas malien. Mais au-delà de cet aspect économique qui est très important, il faut le souligner, c'est que le Mali a eu la bonne volonté d'aller de l'avant, la bonne volonté d'aller sur la table du dialogue et de montrer et de défendre surtout les arguments qu'ils avaient présentés à la base qui étaient systématiquement rejetés. Donc c'est les mêmes notamment la durée de la transition. Notamment la durée de la proposition de la durée de la transition. Et je pense que le Mali a réussi à porter sa voix, à se faire entendre. Parce que se faire écouter et entendre ne sont pas pareils. Ils ont réussi à se faire entendre. Ils ont réussi à faire en sorte que leurs arguments parviennent finalement aux oreilles de la CEDEAO. Et ça a joué un rôle fondamental dans la décision de la levée des sanctions. Et par rapport aussi à cela, je peux aussi rajouter que le Mali, aujourd'hui, est confronté à un défi énorme. Notamment sur le plan sécuritaire. Sur le plan sécuritaire, entre autres, mais surtout dans la gestion de l'État, en tout cas de la transition en question, durant cette période qu'ils ont désormais les cartes vertes pour gérer. Je pense que le défi sera de maintenir la ligne sans verser dans ce qu'on a connu par le passé, en parlant de l'histoire politique des États africains, qui ont bénéficié de cette période de transition, généralement, mais qui n'en font systématiquement rien. On aboutit souvent à des prolongations. Quand ce n'est pas des prolongations, c'est parfois le viol de l'état de droit. Donc, c'est un challenge de l'équipe d'Assimi, du président Assimi Goïta, qui se doivent de relever. Mais je suis très, très optimiste par rapport à cette dynamique qui s'installe en Afrique, dans ces régions, que ce soit au Burkina, on ne va pas quand même apprécier les coups d'État comme en quelque sorte solution pour amorcer cette dynamique dont vous parlez. Écoutez, je le disais en début, la dynamique évolue. Et précisément dans le contexte africain, dans le contexte ouest-africain, nous sommes confrontés à une évolution. Nous avons remarqué par le passé que les chefs d'État, quand ils perdent la légitimité au sein de leur population, ils vont la chercher, cette légitimité, à l'extérieur, en Occident, dans les organisations internationales, comme la CEDEAO d'ailleurs, puisque si vous prenez des exemples bien précis, vous allez voir, il y a des chefs d'État qui ont réussi, au sein de cette même CEDEAO, à changer la Constitution, mais qui n'ont pas eu de sanctions, qui n'ont pas eu d'avertissement, parce qu'ils ont réussi à avoir cette légitimité à l'extérieur. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cette dynamique est en train de changer. J'insiste sur ce point. La dynamique selon laquelle on peut réussir à être impopulaire au sein de son propre État et réussir à avoir la popularité ou l'aval de ces organisations et continuer à diriger l'État. Cette dynamique, c'est du passé. Donc, si on aboutit à cette dynamique, c'est que les États africains sont en train d'évoluer. Et la CEDEAO, autant que les autres institutions, les autres organisations supra, doivent prendre en compte cette évolution. Et les aspirations surtout du peuple. Un coup de force pour finir, c'est que c'est plus forcément ce qu'on avait dans les années 70, 80. C'est plus pareil. Il n'y a plus de coups d'État. Aujourd'hui, c'est pour réparer les choses. Aujourd'hui, c'est plus pour maintenir un certain équilibre, pour rétablir un certain ordre qui est en train de mettre à mal les objectifs de la population, les intérêts du peuple. Et les aspirations de ces peuples-là. À quoi doit-on s'attendre
désormais avec cette levée de sanctions, vous pensez que Assimi Goïta et ses collaborateurs vont respecter désormais la transition, évoluer de façon normale, ou selon vous, êtes-vous pessimiste qu'à l'avenir, peut-être quelque chose peut faire reculer ce régime-là qui est actuellement en place? La seule chose qui peut faire reculer ce régime, c'est le défi sécuritaire. Ça, on doit s'entendre là-dessus. Mais déjà, le Mali a perdu assez de temps dans ce bras de fer avec la CEDEAO et les autres institutions. Ce bras de fer qui a duré plusieurs mois. Or, ces mois, on pouvait les mettre en valeur pour pouvoir travailler sur les défis qui attendaient le peuple malien. Notamment les défis sécuritaires. Monsieur Hamzat, on est pratiquement à la fin de 52 minutes, ça passe très vite. Monsieur Morgan Assogba, quelques derniers mots, à quoi doit-on attendre désormais? Il parle de volet sécuritaire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce seul volet-là peut faire reculer aujourd'hui Assimi Goïta dans son ambition? Je ne dirais pas tout de suite le volet sécuritaire, je dirais beaucoup plus les mesures d'accompagnement de la CEDEAO. Il faut dire que si le Mali a décidé de réduire, parce qu'on parlait d'estimation de 5 ans, on est venu à une estimation de 24 mois, qui semble être le plus petit quand on regarde tous les États qui se retrouvent dans une situation pareille. Les deux autres ont fait option pour 36 mois. Cela signifie que le travail qui était censé être fait à une estimation de 5 ans doit pouvoir se faire en 24 mois. Et ça serait un peu difficile. C'est compliqué s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Et donc, s'il n'y a pas de mesure d'accompagnement, on pourrait se retrouver face à une situation qu'on ne souhaite pas et où il faudra encore faire preuve de souplesse, parce que si vous me demandez de rester dans un délai donné, en fonction du diagnostic que j'ai fait, c'est parce que vous avez l'intention de m'accompagner en mettant en place un ensemble de mesures pour me permettre de rester dans le temps. Et voilà. Si ce n'est pas le cas, ça devient ça compliqué. Serait vraiment compliqué. Nous allons revenir à travers l'évolution de cette situation-là au Mali et aussi en Guinée, surtout avec la nouvelle mission de l'ancien président de la République. On va voir l'évolution de l'actualité pour vous inviter encore pour analyser un peu l'évolution de cette actualité-là. Monsieur Morgan Assogba, consultant, analyste géopolitique, collaborateur à l'Institut de formation de la recherche pour la paix et la sécurité internationale. Merci d'être là et bon retour chez vous. Merci. Également, monsieur Hamzat Abdoulaye, consultant politique, directeur général cabinet de AF Consult Service également. Merci d'être là et bon retour chez vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de Free Speech où nous avons évoqué le cas de la situation en Guinée-Conakry et au Mali. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. Restez fidèles à nos programmes et à bientôt.